Voilà, nous continuons avec le séminaire. Juste une annonce, la semaine prochaine, nous recevrons Paolo Tortonese, mais aujourd'hui, c'est Chantal Thomas, de l'Académie française, comme on dit, que j'ai vraiment l'honneur de recevoir, parce que ben voilà, Chantal Thomas est vraiment un nom important de la littérature et de l'histoire aujourd'hui en France, avec un parcours étonnant. Enfin, c'est ça qui est étonnant, parce que vous alliez le savoir historique avec le talent littéraire, avec la fiction, mais pas dans le sens trompeur, comme je le disais tout à l'heure. Mais justement, c'est vraiment la fiction la plus littéraire, la plus élégante qui soit, puisque Chantal Thomas est à la fois ou était directrice de recherche émérite au CNRS, mais est aussi, comme vous le savez, romancière, essayiste, dramaturge, scénariste. Donc cette alliance du savoir et de la fiction, là, et de la littérature, je trouve ça assez extraordinaire. Et alors l'œuvre de Chantal Thomas, on la connaît. Il y a l'œuvre historique justement de chercheuse sur Sade, sur Casanova, sur Marie-Antoinette, sur Roland Barthes, puisque Chantal Thomas a été une élève de Roland Barthes, et donc vous avez votre place ici. Et il y a des récits, récemment, l'œuvre est considérable, hein, des journaux intimes, voilà, quotidiens, récemment un journal de nage et un journal d'Arizona, hein, qui sont parus en 2022 et en 2024 au Seuil. Et puis il y a les romans. Il y a les romans nombreux et très célèbres. J'en citerai que deux. Les Adieux à la Reine, hein, paru en 2002, qui avait eu le prix Femina. Et puis en 2013, l'échange des princesses. Donc voilà, une œuvre absolument considérable, des dizaines de titres, avec une écriture toujours élégante, précise, fine. Voilà, c'est le raffinement en littérature, dans la pensée et dans le texte. Et justement, la question on avait discuté de ça, oui. La raison pour laquelle je l'avais invité ici, Chantal Thomas, c'est que Chantal Thomas est une spécialiste de Sade, entre autres, et je trouvais que la question de la lecture d'un auteur comme Sade, c'est une question qui se pose, et qui s'est toujours posée du reste, mais peut-être aujourd'hui plus, ou peut-être moins qu'avant, je ne sais pas. Et donc c'est un peu cette question-là que j'ai demandé à Chantal Thomas de venir de venir traiter ou d'en parler. Donc le titre, c'est, je crois, Lire Sade. Oui. Merci beaucoup pour cette introduction si aimable et chaleureuse. J'ai constaté que récemment, on écrit peu sur Sade, et j'ai trouvé dans Michel Onfray, ce qui me paraît une bonne introduction aux propos. Dans son livre qui s'intitule « La passion de la méchanceté », sur un prétendu divin marquis, ces mots de Michel Onfray. Une génération de professeurs sans canaille a pontifié sur Georges Bataille du haut de ses estrades, avec Lacan et Althusser, Lévi-Strauss et Barthes, tels quels et commentaires. L'institution se gausse de coprophilie et de sodomie, de nécrophilie et de zoophilie, de fétichisme et de sadomasochisme, de pédophilie et de viol défendus comme manifestation de l'hétérologie, un mot ronflant pour signifier la dilection pour les déchets. Pour la subversion institutionnelle de ces années-là, Sade fournirait autant d'invitations à se libérer. Sade, enseigné à l'université, annonce l'entrée dans la Pléiade, un monument de papier constellé d'annotations qui inscrivent dans le marbre du papier Bible la légende fabriquée par Apollinaire. Notes, bibliographie, renvoie dans l'œuvre, citations, articles en serbo-croate, ça je ne sais pas pourquoi, pensum de professeurs.
La légende poursuit son chemin. Sade, icône, Sade, demi-dieu, Sade, divinité, Sade, révolutionnaire, Sade, subversif, Sade, transgressif. Mais toutefois, Sade à la Sorbonne, Sade en papier Bible, Sade dans les colloques, Sade en Cerisy, à Cerisy. Évidemment, Sade au Collège de France. Pour moi, loin de la fureur de Michel Onfray, Sade, je dirais, m'a accompagnée. Et pour dire les multiples, et en tous cas un certain nombre de ces interprétations, je vais suivre ce qui a été mon parcours, et je vais le diviser en trois moments. Le premier, c'est ma découverte de Sade à Bordeaux. Je dirais c'est une lecture innocente. Et le second, c'est à Paris, quand je rencontre Roland Barthes et je fais une thèse avec lui. Et enfin, le dernier, écrire sur Sade, en quoi ça m'a révélé d'autres possibilités de regard sur le divin marquis. Alors, j'ai découvert Sade d'une manière complètement romanesque, puisque j'étais en Hippocagne pensionnaire, et c'est mon petit ami de l'époque, qui me l'a offert. Et il m'a offert l'édition Pléiade. Et je l'ai lu donc clandestinement au dortoir, donc de la manière la plus classiquement sadienne. Et j'ai été absolument submergée et renversée par la prose de Sade, et je dis tout de suite ce qui continue d'ailleurs d'agir sur moi, c'est le mélange d'une langue on ne peut plus pure, classique, avec des imparfaits du subjonctif d'une préciosité rare, et des images qui sont de l'ordre de l'incontrôlé et de l'ordre de l'excès. On peut toujours ajouter quelque chose. Donc les deux, le jeu entre les deux, la norme syntaxique et stylistique et le déferlement onirique m'ont vraiment ébloui. Ces volumes que mon ami m'avait offerts, c'était les volumes de l'édition Pauvert, et c'est des volumes adorables. C'est des petits volumes noirs aux lettres d'or. Et je les ai transportés avec moi dans beaucoup d'endroits. Alors, cette lecture, elle était à la fois troublée et dans une parfaite ignorance d'abord, je dirais même, du XVIIIe siècle. J'avais 19 ans, j'avais quitté Arcachon et j'étais en Hippocagne, donc à Bordeaux. Et je découvrais le XVIIIe siècle par les quais, par les allées de Tourny, et j'avais un sentiment d'harmonie, justement, quelque chose de la langue de Sade, mais j'ignorais aussi complètement l'histoire de cette édition, le fait que pendant très longtemps, Sade n'était pas publié, et au XIXe siècle, c'est des publications, c'est des éditions clandestines. Donc j'ignorais le passé de Sade, et là je vais en dire deux mots. Sade a eu un effet très très fort sur Flaubert, et les Goncourt parlent de la manière dont Flaubert n'arrête pas de parler de Sade. Et moi j'ai relu récemment, parce que c'est un livre que j'adore, Salammbô, et il y a dans Salammbô des passages entiers littéralement recopiés de Sade. Et je pense que chez Flaubert, la lecture de Sade, c'était sans doute une excitation de l'ordre peut-être érotico-pornographique, mais c'était surtout le principe de cruauté. Quelque chose qui fait qu'on regarde droit devant soi et qu'on va le plus loin possible dans la cruauté. Et Salammbô, c'est un livre historique d'une cruauté presque insoutenable, je trouve. J'ignorais évidemment aussi combien Sade avait compté pour Baudelaire.
Mais j'ignorais encore plus ce que Pauvert a dû affronter quand il a publié pour la première fois une édition complète de Sade. C'est publié en 1948 pour la première fois, en 1948, les œuvres complètes de Sade, et c'est donc la première fois que le public a accès à Sade. En 1956, à la fin de l'édition complète, il y a un procès et Pauvert est condamné pour outrage aux bonnes mœurs. C'est un procès qui motive très activement et très explicitement un certain nombre d'intellectuels et d'artistes. Et je pense en particulier à André Breton, qui écrit une lettre que je trouve très très savoureuse, et où il dit que Sade, on n'a pas à empêcher la publication de Sade parce que c'est un moraliste, et la preuve c'est que c'est aussi un grand scientifique, parce qu'il a dévoilé des éléments de la nature humaine jusqu'alors cachés, et plusieurs médecins sont convoqués. Et il conclut: pour le centenaire de Madame Bovary et des Fleurs du Mal, je ne doute pas que le tribunal voudra bien lui en tenir compte. La culture, comme la liberté, étant à mes yeux une et indivisible, je témoigne à mon âme et conscience que, comme aucun autre, Jean-Jacques Pauvert remplit aujourd'hui son rôle et contribue grandement au rayonnement intellectuel de ce pays, quand il réédite Sade comme quand il réédite Littré. Il a quand même été condamné, mais le jugement a été réformé par la Cour d'appel de Paris. L'intervention d'André Breton, elle est évidemment révélatrice du soutien, de l'engouement, de la ferveur et même de l'effet d'inspiration que fait Sade sur les surréalistes. Et j'ai mentionné Flaubert parce que je trouve que c'est très important, mais le grand mouvement libératoire, disons, de Sade, c'est les surréalistes. Et je crois qu'ils y trouvent quelque chose qui, pour eux, touche à la libération de l'inconscient. Sade, c'est celui qui va faire sauter la loi morale, l'idée d'une obéissance, et donc c'est l'idée du libertinage, c'est l'idée de se rebeller contre toute autorité. Et surtout, et ça c'est je crois la clé du mouvement surréaliste, c'est celui qui va lier une complète inventivité dans les rapports érotiques à des images énigmatiques. Et pour rendre plus clair mon propos, pensez par exemple à Buñuel, au premier film scandalisant de Buñuel, je pense à L'Âge d'or, qui a été coécrit avec Dali, ou bien à La Voie lactée, plus tard, ou encore, j'aurais dû le citer plus tôt, Un chien andalou. Et pour Buñuel, Sade est une référence de toute sa vie aussi, et il en voit l'origine dans son éducation religieuse et dans ce que Sade s'inscrit pour lui dans une sorte de religiosité sublimée et, je dirais, déviée. Mais cet ancrage religieux, il est, je crois, essentiel dans toutes les représentations, presque toutes en tous les cas. Dali peut-être moins, surréaliste, lié à Sade. Et pour parler de quelqu'un plus proche de nous, je pense à Annie Lebrun, qui est décédée il y a
il y a 1 an peut-être, à peine, et qui jusqu'à la fin de sa vie a témoigné et de son attachement à Breton qu'elle avait rencontré et de son admiration pour Sade. Je pense à son premier livre, Soudain un bloc d'abîme, et surtout je pense à l'exposition qu'elle a faite en 2014, qui était réellement extraordinaire, et parce qu'elle réunissait justement à la fois les œuvres écrites inspirées par Sade et aussi des œuvres librement choisies dans le répertoire de la peinture et du cinéma. Alors moi, je suis dans mon dortoir et je lis Sade et j'ignore tout ça. Et je pense que c'est simplement le geste de mon ami qui m'a offert un livre un peu extraordinaire. C'est offrir ça à une jeune fille, c'est une manière de savoir qu'un jour, elle va vous quitter. C'est effectivement ce qui s'est passé. Et je suis partie, je suis venue à Paris, et je suis arrivée en septembre 68. C'est un décalage historique qui me ressemble, en fait, où je me suis reconnue. C'était une coïncidence, mais maintenant que j'ai repensé, justement à propos de cet après-midi, je me suis dit que ce n'était pas pour rien. Et donc, j'arrive à Paris et je ne sais pas trop quoi faire de moi, parce que j'ai fait de la philosophie à Aix-en-Provence, et j'ai fait un mémoire de maîtrise sur Rousseau et Le Corbusier, et comme je ne veux pas être professeur de philosophie, je suis vraiment perdue, et un ami philosophe me parle de Roland Barthes, et donc je vais le voir, et c'est vers 69-70, et Roland Barthes à ce moment-là vient de publier Le plaisir du texte, et c'est une rencontre qui me bouleverse, qui au départ est vraiment catastrophique. C'est-à-dire, je suis tellement émue, il y a des livres sur sa table et je fais tout tomber au fur et à mesure. Donc, il se baisse pour les ramasser, et moi, dans un geste complètement incontrôlé, je refais tomber. Et il me dit, je suis heureux de vous rencontrer, mais les inscriptions sont closes. Mais quand même, il a un léger regret, et il dit, mais vous pouvez quand même assister. C'est drôle, ça aussi. C'est comme le décalage. Et l'année d'après, je viens pour proposer un sujet de thèse. Et je commence, je voudrais écrire sur Pierre Guyota, et là, il est vraiment catastrophé. Et je me reprends, et je dis non, c'est sur Sade. Et il dit, ah, je trouve ça mieux. Mais c'était quand même dans le même registre. Et si j'avais dit, c'est pour dire aussi à quel point, en ce moment, je suis en train de travailler sur Matisse, et il dit à quel point on appartient à son époque. Mon appartenance à Sade, c'est évidemment une appartenance à une époque, c'est sûr. Et en 70, justement, venait de sortir Éden, Éden, Éden de Pierre Guyota, et le livre a été immédiatement interdit par le ministre de l'Intérieur, et il avait été préfacé par plusieurs auteurs, dont Roland Barthes. À ce moment-là, c'est plus du tout une lecture où je crois être seule dans ma nuit à lire Sade. Non, je comprends que tout le monde lit Sade et que tout le monde est en train d'écrire sur Sade. Et la seule personne dont j'ignore qu'il écrit sur Sade, c'est Roland Barthes, parce qu'il ne le disait pas. Mais pendant que je lui donne mes pages sur Sade, lui, il est en train d'écrire son Sade Loyola. C'est une lecture qui est complètement opposée, différente, disons, de la lecture surréaliste. Et c'est celle à laquelle j'adhère. Moi, je me suis sentie étrangère, en réalité, à la lecture surréaliste. C'est une lecture qui prend Sade comme écrivain et qui s'intéresse d'abord, mais c'est un peu hypocrite, je pense, qui s'intéresse d'abord à la performance littéraire de Sade et c'est en tous les cas la lecture de Barthes, à la manière dont Sade construit, il appelle Sade et Loyola des logothètes, construit des
des univers, construit une société. Et moi, j'écris ma thèse sur une lecture textuelle de Juliette. Et mon idée, qui est très simpliste, c'était que Juliette représente l'écriture et Justine la lecture. Oh, c'est simple, mais bon, ça me plaisait. Et il faut dire que Juliette a représenté une héroïne pour moi. Elle est une héroïne un peu comme une héroïne de bande dessinée. Elle est invulnérable et l'enseignement que lui donnent les libertins, c'est pareil dans la philosophie dans le boudoir, à Eugénie, c'est que toute situation, tout événement, tout homme doit servir à la réalisation de ton plaisir. Et je trouve ça très très bien, très juste, et surtout extraordinaire la manière dont Sade fait jouer le double registre de la dissertation philosophique et de l'orgie comme une structure ou une musique en deux temps qui va se répéter comme ça à l'infini. C'est un peu comme le paradis arcadien, mais c'est infernal. Ça ne s'arrête pas. Il ne faut pas que ça s'arrête. Et pour cela, il faut que les héros et les héroïnes soient absolument invulnérables. Et on l'a remarqué déjà, bien sûr, Justine et Juliette vivent exactement les mêmes choses, sont exactement dans les mêmes situations. Pour l'une, c'est un supplice épouvantable, et pour l'autre, tout se renverse en jouissance. Mais c'est exactement la même histoire. Et là je fais une petite parenthèse pour dire à quel point ma génération, ou en tout cas certains de cette génération, étaient sensibles aux œuvres écrites par des écrivains maudits. Je pense à Sade, bien sûr, mais je pense aussi à Jean Genet. Presque quand même, peu après Sade, j'ai découvert Jean Genet, et ça a été pour moi une des grandes lectures, et ça continue de l'être. Et là aussi, la syntaxe de Jean Genet est quelque chose d'absolument inouï. Et j'ai mis du temps à comprendre que cette syntaxe, il l'avait volée aux possesseurs du langage. C'était une sorte de vol génial, parce qu'il écrit comme Saint-Simon, d'une certaine façon. Et les deux, aussi bien Sade que Genet, sont irréprochables linguistiquement. Et je pense qu'une des grandes jouissances secrètes des deux, elle est liée à ce savoir. Le fait que Sade soit un horizon partagé change rien à mon sentiment que je suis toute seule à lire Sade. Et ça, c'est quelque chose sur quoi j'insiste. Sade, j'ai jamais fait de cours sur Sade, par exemple. Et je pense que c'est une lecture dont on a envie ou pas, pour différents motifs, mais qui ne s'enseigne pas. Dans cette euphorie générale qui exaspère tellement Onfray, il y a déjà eu des voix discordantes, et j'y suis particulièrement sensible parce que je suis autant passionnée par Sade que par Simone de Beauvoir, et je pense que les deux, pour moi, vivaient ensemble dans ma tête. C'est Faut-il brûler le marquis de Sade, que j'avais lu, évidemment, et qui vous fait redescendre un peu sur Terre, et dont la thèse principale, qui est tout à fait vraie, est que c'est un discours d'aristocrate, d'un personnage appartenant à une classe supérieure. Et là, ça, je l'ai découvert après avec l'œuvre de Maurice Levert, élevé pour être un libertin,
Le père de Sade, le comte de Sade, était extrêmement passionnant. Il élève vraiment son fils pour en faire un libertin. Il le coupe, ou ça se passe comme ça, mais en tous les cas de toute éducation maternelle. Et il écrit d'ailleurs, le comte de Sade écrit à une de ses amantes, si mon fils devait être constant, j'aimerais autant qu'il fût de l'académie. Moi, ça me ravit, cette phrase. Et donc, c'est pour dire comment il a été éduqué, Sade, très, très mal. Et cette vision historique de Sade, c'est finalement le dernier pan de mon exposé. Quand je commence à écrire Sade, parce que mon travail sur Sade a été publié d'abord sous le titre L'œil de la lettre, mais comme c'était aussi le titre d'une maison d'édition, il a été réédité sous le titre La dissertation et l'orgie. Et après, j'ai écrit un livre dans la collection Écrivaine toujours pour présenter d'une manière neutre l'œuvre de Sade. Et à ce moment-là, je commençais d'écrire, je crois, Les Adieux à la Reine et surtout Le Testament d'Olympe, qui compte beaucoup pour moi par rapport à Sade. Et j'étais beaucoup plus orientée vers l'histoire. Et en particulier, j'avais lu ce livre incroyable, ce travail vraiment hors pair de Erika Marie Pénabou, qui s'intitule « La prostitution et la police des mœurs au XVIIIe siècle », qui est sa thèse, et où elle a fait ce travail d'aller rechercher dans des archives les comptes rendus que les maîtresses de bordel, les maîtresses maquerelles, faisaient après le passage des libertins, en notant leurs manies, leurs préférences, combien ils avaient dépensé, pour quelles prostituées, etc. C'est un travail extraordinaire. Et ces mêmes documents étaient ensuite lus à Louis XV, ce qui faisait qu'à la fois ça l'excitait et surtout il avait une possibilité de chantage sur les proches de lui. Et ce livre a beaucoup déclenché mon envie d'écrire La Reine scélérate, la manière dont les pamphlets avaient joué contre Marie-Antoinette, et a déclenché aussi une autre lecture, une autre interprétation de Sade, qui est une interprétation historique, et qui est sur, d'abord, quelle était exactement la pratique du plaisir au siècle de Louis XV, Louis XVI, et il faut pas oublier aussi que Sade est un auteur du XIXe siècle, ce qu'on oublie tout le temps, mais il est mort en 1814, et ce qui veut dire aussi qu'il a pu lire Chateaubriand, et il y a cette merveilleuse réplique entre lui et une de ses tantes, religieuses bien sûr, qui lui fait lire Le génie du christianisme, et Sade répond ma très chère, c'est un très beau livre, mais si j'avais dû être convertie, cela aurait été fait il y a bien longtemps. Et Sade, lisant Le génie du christianisme, c'est le Sade de Charenton, le Sade des pièces de théâtre, le Sade sous l'Empire, donc. Et je vous le dis parce que c'est quand même assez peu connu. Ces pièces étaient jouées donc par des malades. Et toute la bonne société de Paris venait à Charenton voir jouer ces pièces. Et à ce moment-là, Sade, qui a été quitté par sa femme au moment de sa sortie de la Bastille, aime Constance Quesnay, une comédienne, et son unique ambition, c'est être joué au théâtre, c'est-à-dire réintégrer l'espace communautaire et être approuvé. Inutile de vous dire que ces pièces sont absolument nulles et que c'est une vertu affichée qui est vraiment à pleurer, tellement c'est peu convaincant. Pour moi, c'est le dernier
mon dernier regard sur Sade, c'est un regard historique et c'est un regard très... Ma préférence maintenant, c'est la correspondance de Sade. J'aime vraiment la correspondance de Sade parce qu'on voit à quel point, dès qu'il prend la plume, il y a une sorte d'ébriété qui le saisit. Maintenant, la question lire Sade, comme vous l'avez dit au départ, c'est toujours une question à haut risque et c'est une question jamais réglée. Je pense que pour chacun, elle se joue différemment selon l'âge, selon le sexe aussi, parce qu'il y a évidemment la question, quand j'ai soutenu ma thèse en tant que femme, dont on peut discuter, mais à l'arrière-fond, je pense toujours à Sade, qui a dit qu'il ne souhaitait aucune tombe, qui pouvait être oubliée. Donc tout ça, c'est en plus. Voilà, merci. Merci pour ce témoignage très personnel, ce parcours de lecture, de pensée, de vie également. C'est là qu'on voit comment une lecture peut accompagner, un auteur peut accompagner une vie. C'est-à-dire qu'on peut avoir un rapport différent à chaque âge de la vie avec un auteur. C'est un peu ça que vous avez... Complètement, complètement. Et c'est étonnant la manière dont je suis allée vers Barthes avec Sade, pendant que lui aussi avait sa propre lecture de Sade, qu'il n'aimait pas, parce qu'il l'a précisé en séminaire et peut-être dans des textes, il était pour les écritures, les textes de plaisir, Proust par exemple, et il sentait beaucoup moins les textes de jouissance, justement Guyotat ou Sade. Et qui pourtant... Dont il parle beaucoup, dont il fait l'éloge quand même dans le plaisir du texte. Exactement. Il était dans une sorte de il était très divisé. Intérieure. Je pense qu'il était intellectuellement du côté de la modernité, telle qu'elle, et affectivement du côté du 19e siècle. Tout à fait, oui. Je crois que c'est un peu ce que... Voilà, l'image peut-être la plus définitive qui ressort de Roland Barthes à bien des égards. Parmi ce que vous avez dit, il y a une chose qui m'a... il y a beaucoup qui m'ont marqué, mais une chose alors sur laquelle je voudrais vous faire revenir, vous avez dit que vous n'avez jamais fait de cours sur Sade. Non, j'ai fait une fois un cours sur Aline et Valcourt, dans l'idée du voyage. Et une des choses intéressantes sur Sade aussi, c'est que son premier désir, c'était d'être un écrivain voyageur. Et il a fait un petit livre tout petit, sur Amsterdam, et puis surtout le voyage d'Italie. Et il pensait vivre de ça, comme écrivain voyageur, alors qu'il a passé 30 ans enfermé, ou 50 ans de sa vie enfermée. C'est ce qui s'appelle, là aussi, dévier de sa vocation. Mais alors, ce choix est-ce que c'est un choix, pourquoi? Parce que vous pensez qu'il est impossible d'enseigner ça, parce que je rappelle, hein, vous avez enseigné dans les universités américaines, donc vous n'avez pas seulement été chercheuse au CNRS, mais vous avez vraiment enseigné. Est-ce que vous pensez qu'il est impossible d'enseigner les textes de Sade, ou est-ce que c'est parce que c'est un territoire trop intime, peut-être, pour être partagé? Par exemple, j'enseigne régulièrement les liaisons dangereuses. Et en changeant à chaque fois de regard aussi. C'est très intéressant. Avec les étudiantes, ça change. Moi aussi, je change. Mais pour Sade, oui. Non, je pense que Sade, c'est une lecture électrisante ou pas. Et ensuite, la violence de ce qu'il énonce, c'est à chacun ou à chacune de la prendre pour soi et d'en faire ce qu'on veut. Mais je n'ai pas envie. Et aussi, je pense à la destinée de Sade, il a été vraiment maudit. Il a passé. J'ai pas envie de faire un corpus sur Sade, voyez. Mais d'un point de vue théorique, alors, puisque vous-même vous n'avez pas la pratique d'enseigner Sade à des étudiants, qu'est-ce que vous pensez de celles ou ceux qui enseignent Sade aux étudiants? Michel Onfray
condamne, semble-t-il, d'après ce que vous Ah, citez, l'enseignement de Sade ou de bataille en Sorbonne. Mais même, je pense qu'il veut qu'on brûle Sade. Ouais. Oui. Bah, il veut brûler beaucoup de choses. Hein. Ah, beaucoup de choses. Freud. Mais pas les logiciels qui permettent de gagner 300 € à la minute. Hein. Ouais. Mais vous ne condamnez pas vous-même. Moi, je condamne en frais, oui. Ah oui. Mais je ne condamne pas du tout les gens qui font un cours sur Sade. Je trouve ça formidable. C'est bien. Mais moi, je ne le sens pas. Vous n'avez jamais imaginé, si vous aviez enseigné Sade, par quel texte vous... Moi, justement, c'est ce que j'ai fait, Aline et Valcourt. Aline Valcourt. Ben là, c'est plus... D'ailleurs, j'ai vu que Michel Delon, un des premiers textes qu'il a mis dans la Pléiade, c'était Aline et Valcourt. Parce que... C'est parce qu'en fait, Sade divisait ses œuvres aussi avec... Je ne sais plus quelle était la formule, mais il disait avec érotisme, sans érotisme. Exactement. Parce qu'il était très classificateur. Donc en face, il mettait avec érotisme, sans érotisme. Parce que lire Sade, mais en fait, comme vous le dites, il y a plusieurs Sades. Il y a des Sades lisibles, voilà, qu'on peut mettre presque entre toutes les mains. Oui, absolument. Et puis il y a des œuvres qui sont beaucoup plus pénibles à lire, enfin qui expliquent, qui sont plus explicites. Oui, ça c'est donc, quand on dit lire Sade, en fait, c'est une sorte de... Déjà, il faudrait préciser. Exactement. De quel Sade ici. Exactement, absolument. Oui. On pense surtout, comme ça, on se dit Sade, on pense toujours aux œuvres les plus violentes, les plus fortes. Et lorsque vous découvrez Sade, donc voilà, vous êtes au lycée, c'est quel Sade? C'est l'histoire de Juliette. L'histoire de Juliette. Oui. La version... Pauvert. La version Pauvert. Le petit livre de Pauvert. Mais la version la plus violente, donc... oui, la bonne version. Oui. La bonne version, voilà. Oui. Parce qu'il y a tellement, même pour Juliette et Justine, il y a des versions... oui, non. Non. Mais oui, absolument. Sade, c'est... Moi, je me suis intéressée, dans la mesure où j'adore le roman historique, j'ai écrit sur Isabeau de Bavière, qui est le dernier livre de Sade, qui est un roman historique, donc. Et c'est très passionnant parce qu'il y a aussi un Sade, non seulement un Sade moraliste, mais il y a un Sade politique. Il était un grand lecteur de Machiavel et dans Isabeau de Bavière, il réunit les éléments de la vie politique du siècle d'Isabeau de Bavière à la criminalité. Et il revient sur, c'est pas dit, mais c'est à l'arrière-fond la thèse de base de Machiavel, qui est que la politique n'a rien à voir avec la morale, rien. En parlant en effet, c'est une œuvre extrêmement diverse, mais très monotone d'un seul ton en tant que roman. Parlant de politique, il y a un nom que je m'attendais à avoir cité dans votre discours et qui ne l'a pas été, c'est celui de Pasolini. Oui, je l'avais noté en effet, oui. Alors, le film de Pasolini, c'est en 1975, et il rejoint la thèse de Simone de Beauvoir. Et comme vous l'avez sans doute vu, il applique les principes des 120 journées, ou plutôt, il fait vivre la République fasciste de Salo, en Italie, selon les principes des 120 journées. C'est un film presque irregardable, je trouve. Oui. Vraiment. Oui, et je pense qu'une grande partie des gens qui ne supportent pas Sade ont cette lecture de Sade, qui est une lecture d'application réaliste et d'un contexte complètement différent. Mais de toute façon, qui prend littéralement, qui prend à la lettre ce que Sade fait, alors que c'est... si on peut aimer lire Sade, c'est évidemment parce qu'on... Là, je rejoins les surréalistes. C'est parce qu'on décolle sur un plan qui n'est pas réaliste, du tout. Du tout. Mais si on prend littéralement les injonctions des messieurs de Schelling, ça peut donner Salo et de Pasolini. Donc, en fait, vous voyez dans le film de Pasolini, en fait, cette assimilation de Sade au fascisme, en fait, c'est une condamnation de Sade, en fait. Absolument. C'est une lecture possible.
C'est une lecture possible. Enfin, il faut rappeler que Sade lui-même, dans Idées sur le roman, il dit combien il faut séparer l'homme qui écrit de ses livres, ce qui est aussi quelque chose qu'on peut discuter. Mais ça, comme vous le savez aussi, Sade, pendant la Révolution, a été... D'ailleurs, il a été arrêté sous tous les régimes, comme il le dit lui-même. Mais sous la Révolution, c'est par modération, pour sa modération, qu'il a été arrêté. Oui, bien sûr, il peut être appliqué au fascisme. Oui. Si on prend comme deux espèces séparées le libertin et la victime, au lieu de les prendre comme dans un rêve, des inversions, des changements, quelque chose hors moral, comme quand on rêve, alors ça s'applique en effet, tout à fait. Oui. C'était très intéressant ce que vous avez dit sur les écrivains du XIXe siècle, lecteurs de Sade. Dans quelle édition lisait-il ? Je ne sais pas, je m'en souviens plus, mais je vous dirai. Ça circulait, je chercherai, je ne me souviens plus. Mais Flaubert, lecteur de Sade, c'est très intéressant, je trouve. Oui, effectivement, je n'ai pas du tout songé à ça. Et les témoignages des Goncourt ils n'en peuvent plus de Flaubert leur parlant de Sade. Ils arrivent à un dîner, ça recommence. Mais c'est vrai que Salammbô a un côté, effectivement, totalement sadien. Oui, ah oui. Ouais. Il y a aussi quelque chose que j'avais noté, sadique ou sadien. Et le Sade savant, le Sade des années 70, parce qu'évidemment, il y a un livre que je vous recommande si on veut vraiment savoir tout sur ce sujet, c'est le livre d'Éric Marty, « Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux ?» Là, toutes les lectures, toutes les interprétations sur Sade du XXe siècle y sont. Vous avez beaucoup insisté sur l'écriture très corsetée de Sade, qui est un peu en tension avec la liberté qui est revendiquée, la transgression, qui est celle de ces personnages. En fait, c'est quelque chose qui est assez qu'on voit aussi dans le surréalisme. Breton a aussi une écriture extrêmement corsetée, très syntaxiquement serrée. Il y a un rapport là qui est assez intéressant dans la capacité à tenir la langue au plus près de ces structures, et puis l'expression de la transgression absolue contre toutes les normes morales, sexuelles, sociales, etc. Et le rapprochement aussi que vous avez fait avec Genet m'a vraiment intéressé. Et c'est vrai que Genet est un incroyable styliste, mais cela dit, moi, je mettrais, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais je quand même ferais une différence, moi, personnellement, entre Genet et Sade. C'est-à-dire que chez Sade, il y a, me semble-t-il, vous l'avez dit, il y a l'imparfait du subjonctif, il y a aussi l'imparfait du subjonctif chez Genet, on est d'accord. Mais chez Sade, il y a quand même l'idée, la pratique plutôt d'un style qui se veut relativement normé. Enfin, je ne sens pas trop, mais j'ai moins la pratique de l'écriture du XVIIIe siècle que vous. Quand je lis Sade, j'ai l'impression d'avoir une sorte de volonté de se couler dans une norme stylistique assez classique, disons. Mais peut-être que je me trompe. Quand je lis Genet, alors il y a effectivement cette norme qui est là, mais en fait je vois en revanche toute l'histoire de la poésie, de la littérature française depuis le XVIe siècle, qui est là présente, en particulier la littérature, le style de la Renaissance, de la littérature baroque, qui est chez Genet. Mais tout ça, effectivement, dans une sorte de profusion, de luxuriance que je ne retrouve pas chez Sade. Donc il y a cette différence. Ah oui, absolument, absolument. Sade, il est l'élève des jésuites et il écrit comme Voltaire ou comme Madame du Deffand. Moi, c'est ce que j'aime tellement dans le XVIIIe siècle. C'est une écriture limpide.
C'est une sorte de clarté musicale, c'est les jardins aussi. Et Genet, je pense que moi je lis aussi Genet comme vous tout à fait. Genet, il a repris toute la tradition française et il en a fait une sorte de fête baroque, dérisoire aussi. Mais comme Sade, il a fondé son système sur des valeurs inadmissibles. C'est ça que je voulais dire en fait. Et pour revenir sur Pasolini, en vous écoutant aussi, je comprenais aussi combien on peut appliquer Sade au fascisme, mais combien c'est faux, au sens où justement, vous venez de le dire, il y a une tenue, c'est la philosophie dans le boudoir, et on se tient d'une certaine façon. Et surtout, on ne fait rien en dehors de ce qui est prescrit dès le départ, et c'est les logothètes, c'est Loyola, c'est instaurer un ordre. Et c'est pas obéir à n'importe quelle pulsion de destruction. Ça se veut, on le discute parce qu'on peut discuter cette philosophie, mais ça se veut philosophiquement fondé. Et on ne s'écarte pas de ce qui est prescrit. De ce point de vue-là, il y a une certaine logique à ce que Jean-Jacques Pauvert ait publié à la fois Sade et Littré. Exactement. Moi, je trouve qu'elle est magnifique, cette lettre de Breton. Elle est magnifique. D'ailleurs, je me la suis envoyée à moi-même. Non, c'est très beau qu'il conclut là-dessus. Mais est-ce que vous pensez... Alors, bon, vous avez raconté un parcours de vie avec un auteur. Bon, très bien. On a un petit peu l'impression, c'est un peu la question que j'avais en tête en vous invitant pour parler de lire Sade, que ce qui est... Peut-être que je me trompe, que ce qui était possible dans les années 70, c'est-à-dire juste après 68, dans ce décalage que vous avez dit, à savoir dans un moment de transgression par rapport à une société qui était encore relativement normée, ne joue plus de la même manière, n'est plus possible aujourd'hui, en 2025, et qui aurait... Bon, on pourrait avoir l'idée qu'il serait plus difficile aujourd'hui d'enseigner Sade si on voulait le faire. Mais comment vous voyez vous-même les choses? Moi, je suis tranquille, j'ai jamais voulu l'enseigner. Voilà, c'est ça. Bon, une solution de facilité. Mais je pense en effet que c'est pas un texte qui s'enseigne. Maintenant, vous pensez sans doute au mouvement MeToo ou... Par exemple, non? Oui, tout à fait. Bon. Eh bien, en effet, maintenant, ça joue plus du tout pareil. Et même, je pense que Sade est non seulement refusé, mais il y a des mouvements aux États-Unis pour qu'on cesse de l'éditer. Ah. Donc, qu'il soit complètement... et bon... Mais des mouvements de quel... Parce que les mouvements de censure peuvent venir des... Il y a des demandes pour ça, oui. Ça, on sait qu'il y a dans les... Alors, bon... les États conservateurs... Encore une fois, je dis, on a envie de le lire ou on n'en a pas envie. Je ne pense pas que Sade soit un meurtrier en puissance. En tous les cas, si je pense à tous par exemple, si on prend tous les féminicides, même la liste s'accélère, jusqu'à maintenant, il n'y en a aucun dont on a remarqué qu'il avait lu Sade. Oui, c'est vrai. Moi, quelque chose qui me passionne, en effet, c'est la question du sadomasochisme. C'est la question du lien entre la victime et le tortionnaire, et le jeu avec la violence, et la fascination pour la violence. Et là, il y a beaucoup à réfléchir. Et je pense que Sade était les deux, et qu'il était également... il y a un passage extraordinaire où il écrit à sa femme. Il a vécu ce qu'il a écrit, presque comme, à la fin, presque comme un martyr. C'est-à-dire, il n'aurait pas retranché une virgule, même si c'était 50 plus de prison. C'est pas du tout mon tempérament, hein. le martyr. Hein. Et j'aime, comme je le disais, maintenant, c'est surtout la correspondance de Sade que j'aime.
Sade comme martyr, ça pourrait être une bonne conclusion. La dernière chose, peut-être, puisqu'il s'agit de lire Sade, qu'est-ce que vous recommandez? Puisqu'il y a il y a des auditeurs, des auditrices qui sont là, il y a des étudiants. Moi, justement, par quoi faut-il commencer? Moi, je trouve qu'il y a... Non, je trouve qu'il faut... C'est pas nécessairement votre amant ou votre amante qui va vous l'offrir, mais il faut attendre comme ça qu'on le feuillette et on a envie... Et par quel livre? Quelle œuvre? Moi, je sais vraiment pas. Je sais pas. Non, je peux pas répondre. Non. Aline et Valcourt? Non. Comment? Aline et Valcourt? Ah non, surtout pas. Non. Si je le donne en cours, c'est que je ne commencerai pas avec ça. Oui, c'est plutôt ça. Je pense qu'il faut commencer par les romans les plus... les textes les plus... La philosophie dans le boudoir. Plus blanche aussi, je pense que j'aurais dit ça. C'est magnifique. Je pense que c'est la philosophie dans le boudoir qui, pour moi, sont... le texte... C'est son chef-d'œuvre. C'est son chef-d'œuvre, je crois. Oui, je pense. Ah, d'accord. Oui. Voilà. Et moi, j'adore les romans picaresques. Alors... L'histoire de Juliette, c'est un grand roman picaresque. Mais oui, c'est la philosophie dans le boudoir. Non, pour l'équilibre aussi. Et il a réussi là, ce qu'il n'a pas réussi dans son énorme théâtre. Il a réussi à dire tout, et par des réparties très, très drôles aussi. Je sais qu'il y a un livre qui est en train de s'écrire, une femme qui a fait sa thèse sur Sade, écrit quelque chose sur l'humour de Sade, et elle a demandé à plusieurs femmes qui avaient écrit sur Sade de faire un texte. Moi, j'en ai pas fait parce que bon. Mais je sais, il y a Noël Châtelet, par exemple, et il y a un grand humour de Sade. Oui, c'est vrai. Oui. Parce que et ça, je dirais aussi de lire sa correspondance, vraiment. C'est extraordinaire, c'est vraiment extraordinaire. Et la manière dont il savait créer une connivence. Et je pense, avec sa femme, il a créé spirituellement et sans doute sensuellement une connivence extraordinaire. Extraordinaire. Puisque quand il s'enfuit en Italie avec la sœur de sa femme, la femme, l'épouse, Renée Pélagie, continue de gérer les affaires, en particulier le château de Sade, à Lacoste, où je suis allée. Et donc, ils continuent tous les trois d'échanger une correspondance sur des choses pratiques aussi. Et ensuite, il y a aussi cette très belle correspondance avec celle qu'il appelle Milly Rousset, qui était la gouvernante du château, et avec qui il prend ses leçons de provençal, parce qu'il a aussi écrit en provençal. Alors, c'est un grand auteur folklorique, on pourrait dire aussi. Non, mais c'est magnifique, c'est un truc de drôle, en fait. C'est son envie de jouer qui moi, c'est par ça que je continue de l'aimer. C'est l'envie de jouer que je sens. Je crois que ça nous donne beaucoup envie de lire ou de relire Sade, de retrouver le jeu, l'humour chez Sade, qui était pas fou, hein, je pense pas que si. Pardon. Il était fou? Non, mais justement pas du tout. Justement pas du tout. Pas du tout. Et moi, je voulais écrire quelque chose et en fait, je l'ai pas fait, mais je regrette un peu sur contre Marat Sade, où justement Peter Weiss, qui était traduit par Baudrillard, reprend l'idée de Sade faisant jouer son théâtre à l'intérieur de l'asile, et les gens hurlent, se déchirent, alors qu'en réalité, c'est ça qui est fascinant, et c'est ça qui devait fasciner. Tout se passait de la manière la plus, comme son style, de la manière la plus lisse. Peut-être il y avait un très léger déraillement dans une scansion, mais il était convenu que tout soit parfaitement ordonné. C'est toujours l'ordre. C'est l'Ancien Régime. Ça, des incroyablement Ancien Régime. Même s'il a traversé la Révolution, même s'il a écrit des pamphlets, il a un côté Versailles, mais il détestait Versailles, parce qu'il était tout. C'est pour ça qu'aussi il n'est pas fasciste. Il était tout sauf quelqu'un qui peut supporter qu'on lui donne un ordre.
Il était tout sauf un courtisan. Je pense que nous pouvons clore là-dessus. Merci beaucoup. Mais je vous remercie.